Bonjour tout le monde! Cette semaine, au Jason Mission Podcast, j'ai la chance de m'entretenir avec l'auteure québécoise India Desjardins. Ayant déjà plusieurs œuvres à son actif, notamment son plus récent essai intitulé Mr. Big ou la glorification des amours toxiques, elle nous explique aujourd'hui l'importance de la représentation de la femme à l'écran, des impacts de sa série à succès, le journal d'Aurélie Laflamme sur sa vie personnelle autant que sur sa carrière, et nous raconte aussi une anecdote de tournage des plus surprenantes, sans même parler de tous les autres sujets de conversation par lesquels on est passé. Sur ce, je vous dis bon podcast! Allô India! Salut! Ça va bien? Ça va bien, toi? Oui, ça fait du bien, là, le soleil se pointe, puis Oui. ça apporte beaucoup d'énergie. Pour commencer, je te demanderais de te présenter un peu, expliquer un peu ce que tu fais dans la vie pour les personnes qui te connaissent un peu moins. Je m'appelle India Desjardins. Je suis autrice. J'ai écrit, entre autres, le journal d'Aurélie Laflamme, qui est comme la chose qu'on connaît le plus de moi. Même ça arrive des fois que les gens m'appellent Aurélie. Ça ne me dérange pas. J'ai une double identité. Puis sinon, j'aime beaucoup les animaux. Je m'identifie au tournesol si j'étais une fleur. Donc, au moins, on voit que tu as une belle personnalité colorée. Sinon, dans tes œuvres plus récentes, je pense qu'on compte aussi Mr. Big, la glorification des amours toxiques. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus là-dessus? C'est quand même assez récent. C'est un essai que j'ai écrit, tu l'as montré, hein? C'est un essai que j'ai écrit, en fait, je me questionnais je me questionnais sur l'impact de la fiction. Ça fait 15 ans, en fait, ça fait un petit peu plus que ça que je me questionne là-dessus. Même quand j'ai écrit Aurélie Laflamme, ces questionnements étaient là. Fait qu'il y a beaucoup de choses que j'ai mis dans Aurélie qui allaient dans le sens de ces réflexions-là. Puis des fois, c'est des choses un peu même que je me faisais juger par des collègues auteurs, tu sais, qui me disaient, on dirait que tu veux protéger ton public, tout ça. Puis moi, tu sais, c'est beaucoup, je me souvenais de, quand j'ai écrit Aurélie, là, je l'ai écrit un peu en protestation contre les œuvres que moi, on m'a données comme adolescente. On dirait qu'il y avait des choses que j'avais envie de changer. Comme je vais donner un exemple, mettons le tome 5 qui est Championne. Là, je te parle comme si je parlais à toi. Je suis désolée de ne pas faire de mise en contexte. Là. Mais tu sais, bon, dans le tome Championne, c'est un peu le contre l'anti-comédie romantique américaine. C'est-à-dire que Aurélie Laflamme, elle devient la blonde du gars le plus populaire de l'école. Puis ça, c'est tout le temps, tu sais, la fameuse... Ça, c'est tout le temps ce qu'on nous montre, tu sais, que le but à atteindre, c'est de sortir avec un gars populaire. Puis dans ce tome-là, tu vois que sortir avec un gars populaire, tu sais, à un moment donné, elle dit, coudonc, sortir avec lui, c'est comme si je renonce à moi-même. Tu sais, elle a comme plus de place pour elle. Lui, il ne s'intéresse pas à ses amis. Il faut qu'elle se tienne avec ses amis, qu'elle mange à sa table, qu'elle fasse ce que lui veut. Il faut qu'elle assiste à son sport, qu'elle n'aime pas ça. Elle se rend compte qu'elle n'aime pas ça. Puis elle se dit, ben voyons, il n'y a pas de place pour moi. Donc, je sors avec lui, mais moi, je suis une figurante. Puis elle n'a pas envie d'être figurante dans sa propre vie. Donc, elle décide que finalement, ce n'est pas pour elle. Puis ça, pour moi, c'était comme une façon c'était un pied de nez à tout ce que moi, on m'envoie comme message depuis que je suis petite, que la réussite scolaire pour une fille passe par se pogner le capitaine de l'équipe de football, tu sais. Puis moi, ça me fâchait, ça m'a toujours fâché. Tu sais, quand j'avais ton âge, ça me fâchait. Je me disais, mais voyons, tu sais, il me semble que ce gars-là, il n'est pas intéressant. Elle a plein d'amis super cool. Pourquoi qu'elle ne s'intéresse pas à ses amis? Fait que c'est comme si mes frustrations que j'avais quand j'étais une adolescente envers ce qu'on me montrait comme qui était pour moi, bien, j'ai eu envie dans Aurélie de faire comme tout le temps un peu le contraire. Puis donc, mais c'est quelque chose que je faisais instinctivement. Puis tu sais, c'est ça, il y a des collègues des fois qui me disaient, on dirait que tu veux trop protéger ton public. Pourquoi dans Aurélie, il n'y a pas de drogue, il n'y a pas de sexe, il n'y a pas de...
Puis j'ai tout le temps l'impression que ça, c'est la façon dont on voit les ados. Tu sais, comme si tu fais une œuvre pour ados, il faut qu'il y ait de la drogue, il faut qu'il y ait du sexe. Puis, tu sais, moi, ça ne représente pas mon adolescence, ça ne me représente pas non plus. Puis là, quand les gens disent « Oui, mais toi, ton adolescente, les adolescents d'aujourd'hui, c'est pas du tout comme ça. » Puis moi, là, je vais tout le temps dans les écoles, là, excuse-moi, là, OK, à un moment donné, là, j'avais rencontré là, une gang là, de filles de secondaire 4, là, puis à un moment donné, là, ils se confiaient à moi sur leur questionnement par rapport à leur avenir, puis par rapport au fait qu'ils allaient devoir choisir un programme au cégep. Puis là, tu sais, il y en a une, elle est partie à pleurer parce qu'elle ne savait pas quoi faire. Puis moi, c'est ça la jeunesse que je vois, tu sais, c'est une jeunesse... Ça ressemble beaucoup, en fait, à ce que moi, je vivais comme émotion quand j'étais ado. Il n'y a rien de différent à part la technologie qui a changé ou en fait, l'accessibilité de l'information, ce que moi, je n'avais pas. Là. Moi, là, quand je voulais faire un travail scolaire, il fallait que j'aille à la bibliothèque, que je cherche les livres par section, puis tout ça, puis que je cherche dans le livre. Alors que moi, j'aurais aimé ça, là, pouvoir faire des travaux scolaires aujourd'hui, là, puis pouvoir chercher sur Internet, là, au lieu d'aller chercher comme dans 10 livres, puis de lire. En un clic. Différent. Oui, c'est ça. Mais en tout cas, bref, pour revenir à c'est quoi, pour Mr. Biggs, je me suis questionnée sur c'est quoi l'impact de la fiction sur nos vies. Et aussi, je me suis questionnée sur est-ce que dans les œuvres, on glorifie les amours toxiques? Puis je me suis basée sur une série que moi, j'ai beaucoup aimée, qui est Sex and the City. Mais c'était plus pour raconter une histoire à travers ma quête de savoir si ça avait un impact. Moi, je pense que, tu sais, si toi, tu le lis, mettons, tu vas pouvoir associer mes exemples à tes œuvres qui t'ont marqué, toi, pour être capable de voir, je reconnais, tu sais, je reconnais la dynamique dans Twilight, ou je reconnais, tu sais, tu vas pouvoir associer, même si moi, j'ai pris quelque chose de moi, puis j'ai pris des œuvres de mon enfance ou de mon adolescence à moi, j'ai fait exprès pour faire ça, pour rester authentique. J'aurais pu mettre plein d'affaires modernes, là, mais tu sais, on dirait que je me suis dit, je vais faire ça avec des choses qui m'ont marquée, puis qui ont fait partie de comment je me suis construite. Puis je vais aller essayer de les analyser, puis je vais aller essayer de chercher dans la science, dans la philosophie, dans la sociologie, pour voir est-ce que ça en a un impact. Puis la réponse à laquelle j'arrive, tu vas voir, c'est nuancé. Mais je me suis servi de ça aussi pour parler de la violence psychologique, qui est une forme de violence qui est méconnue. Puis je me dis, si on banalise toujours une forme de violence qui est méconnue, même si la réponse à laquelle j'arrive est nuancée, je pense quand même que ça a un impact. Puis moi, j'aurais envie qu'on change un peu les codes de la fiction. Puis c'est drôle parce que tu dis, c'est pas drôle parce que c'est un peu triste que ce soit encore comme ça, mais c'est drôle parce que tu dis qu'on aurait pu prendre n'importe quel exemple ou n'importe quelle référence moderne, mais ça prouve que la masculinité toxique est encore très promue dans la télé, la culture, autant québécoise qu'américaine à ce jour, là. Mais, tu sais, je vais te donner un exemple. Premièrement, dans tous les James Bond, il y a un viol, même les plus modernes, ce qui est assez troublant. Mais je vais te donner un exemple plus jeunesse, OK? Moi, je suis une fan de Harry Potter. Pendant la pandémie, j'ai tout regardé les films de Harry Potter, mais tu sais, je suis une fan des livres. Tu sais, dans les livres, Hermione, tu sais, c'est une fille forte, elle est militante, elle milite pour le droit des elfes, elle milite aussi pour les gens comme elle, qui sont différents, qui sont des moldus. Elle n'est pas une moldue, elle est une sang de bourbe. Là. Moi, je le disais en français, je ne sais pas si tu le en anglais, mais tu sais, bon, elle milite pour les sangs de bourbe, tout ça, tu sais, vraiment, c'est comme, elle est intelligente, c'est elle qui a les meilleures notes, tout ça, bon. Fait que, elle, c'est un personnage super intéressant et complexe. Dans les films, faits par des gars, à partir du film 4, elle devient seulement, là, tu remarqueras, là, elle fait juste se plaindre par rapport au fait que Ron ne l'aime pas. Puis elle est comme Christinette. Comme si son identité correspondait juste à ça. Oui! Fait qu'à partir du moment où elle se rend compte qu'elle aime Ron, elle devient juste quelqu'un qui se morfond sur Ron. Jusqu'à la fin.
Puis là, je suis comme, ben voyons! Puis elle fait quelque Et plus chose que de ça, là. Elle est beaucoup plus que ça et ça a complètement été occulté dans les films. Et une autre affaire qui m'énerve dans les films d'Harry Potter, Harry, il tombe en amour avec Ginny. Dans les films, dans les livres, c'est très... On comprend, l'amour s'installe tranquillement, puis tout ça. Puis Ginny est quand même une sorcière assez forte, elle se bat avec la gang, tout ça. Là, elle est complètement effacée. Puis là, à un moment donné, elle arrive devant lui, puis elle lui attache son soulier. Moi, ça m'insulte, cette scène-là, là, que Ginny, elle attache le soulier de Harry. Crime, Harry, t'es pas capable de rien faire tout seul. C'est tout Hermione qui trouve les réponses. T'es pas capable de te battre. Puis en plus, t'es même pas capable d'attacher tes souliers. Colin! Ça me fâche, là. Puis tu sais, c'est ça qu'on nous envoie. Puis on le remarque même pas. Parce qu'on est tellement habitués comme filles que, tu sais, tu regardes les films, là. J'ai regardé encore un film en fin de semaine, là. Il y a une fille dans le film, c'est Angelina Jolie, tu sais. Puis il y en a une autre fille aussi, là, c'est une fille enceinte. Mais, tu sais, il y a une fille que c'est Angelina Jolie, puis il y en a une autre que c'est une fille enceinte. Puis tu te dis, puis tout le reste, c'est des gars. OK. Il n'y a pas de filles, il n'y a même pas de figurante fille, là. Puis c'est tellement... Voyons, excuse-moi, je suis trop passionnée, là. Non, vas-y! Vas-y! Mais, tu sais, c'est tout le temps juste des gars dans les films. Puis les filles, ben soit qu'il faut qu'ils tombent en amour avec un gars, ou soit que... Hey, même ça, c'est une affaire que j'ai remarquée dans le film que j'ai regardé en fin de semaine. Ça s'appelle Those Who Wish Me Dead, tu sais, avec Angelina Jolie, OK? Puis dans les livres féministes que j'ai lus ou dans les études que j'ai lues, c'est écrit qu'il faut remarquer, est-ce que la femme se bat avec la même arme qu'un homme? OK, puis Angelina Jolie, elle joue le rôle d'une ranger dans le Montana, OK? Puis ça, là, c'est quelqu'un qui est en vigile, OK? Qui regarde s'il va y avoir des feux, qui est supposé être protégé parce qu'il y a des ours, des affaires de même, OK? Bien, la seule arme qu'elle a, c'est une hache. Fait qu'elle se bat contre des gars qui ont tous des fusils, mais elle a une hache. Puis là, t'es comme, mais pourquoi qu'elle n'a pas de fusil? C'est une ranger dans le Montana. Puis, ah oui, deux autres affaires. OK? Premièrement, tout le long, c'est une ranger dans le Montana, OK? Je le rappelle, OK? Elle vit dans une maison en haut d'un arbre qui n'a pas de toilette, OK? Un moment donné, on voit scénario. On voit une scène, elle enlève son chandail, elle a une brassière blanche en dentelle transparente. Dans la forêt. Dans la forêt, OK? Oui, OK, toi puis moi, on est des filles, là. Vraiment, là. On va aller vivre en camping là, pendant tout un été dans une maison, pas de toilette, là. C'est-tu la brassière blanche en dentelle qu'on va apporter? Sincèrement, là. Toutes les filles ont le droit de s'habiller comme ils veulent en passant, là. Mais en camping, la brassière en dentelle, pas sûr. Ça, c'est ce qu'on appelle le male gaze. Mm-hmm. C'est comme la vision masculine dans les œuvres au cinéma. Deuxième affaire, Angelina Jolie, ranger dans le Montana. Elle a les cheveux longs, lousses, tout le long. Oui, que tu cours dans un feu, toi, dans la forêt, avec tes cheveux lousses d'en face. C'est ça, tu te mets une couette, tu te mets une casquette. C'est des affaires de même que moi, là, je suis plus capable de voir au cinéma la vision masculine sur les femmes, le fait qu'il y a juste la place pour une femme, puis c'est la même chose pour la diversité, tu sais. Il faut faire plus de place aux femmes dans les fictions, mais aussi à la diversité. T'sais, on a besoin là, d'arrêter de voir les hommes conquérir tout, avoir... Les hommes, là, dans leur panoplie de personnages, ils ont tellement de personnages auxquels s'identifier, tandis que nous, ben, tu sais, Hermione, qui est supposée d'être forte, puis tout ça, ben à partir du film 4, c'est juste une fille qui se morfond, malgré qu'elle est plus intelligente que tout le monde, meilleure que tout le monde. Une fille qui se morfond sur Ron, qui est même pas si fin que ça pendant les films, tu sais. Ouais. Ça donne pas un bon exemple d'une fille qui va vraiment exploiter son plein potentiel puis qui va oser aller de l'avant pour justement défendre ses valeurs, tout ça, parce que justement, elle se colle à une identité qui lui correspond pas, littéralement.
Ouais. Puis, tu sais, moi, avec mon livre, Mr. Big, j'ai voulu amorcer cette discussion-là. Donc, j'ai voulu rester accessible. J'ai parlé des œuvres de mon enfance. Je n'ai pas parlé de Harry Potter. J'aurais pu parler de plein d'autres choses. J'aurais pu parler de Twilight. J'aurais pu parler de Gilmore Girls. Mais je voulais que ce soit accessible. Je ne voulais pas rentrer dans l'analyse de tout. Je voulais donner des exemples qui ont fait partie de mon parcours, puis que ça reste accessible, que justement qu'une fille de 16 ans comme toi puisse le lire. Tu sais, bon, j'ai super des beaux commentaires, mais il y a un commentaire qui revient tu sais, justement, tu sais, que c'est... que c'est peut-être qu'il y en aurait pris plus ou que, tu sais, qu'il y aurait... Mais, tu sais, vulgariser un sujet puis le synthétiser, pour moi, c'était ça que je recherchais, tu sais. Mm-hmm. C'était de prendre ce sujet-là, d'essayer de le rendre accessible autrement que dans ma chambre d'écho à moi, qui était comme des féministes, des gens qui sont habitués de lire des textes comme ça, ou même, tu sais, justement, un discours plus universitaire. Tu sais, moi, là, je suis juste contente si toi, tu lis, puis si jamais, là, tu associes des exemples que je donne à des films que tu regardes, ou même que tu regardes ma grille d'analyse, parce que j'en parle, ça, à un moment donné, je mets toute une grille là, de questions à se poser quand on regarde un film, comme je parle du test de Bechdel dont je peux te parler, mais tu sais, justement, les armes, ça, j'en parle, tu sais. Fait que, tu sais, que maintenant, là, tu dis, après avoir lu mon livre, là, que tu regardes les films puis que tu remarques ces affaires-là, moi, tu sais, comme je vais être super contente, mais ça, le test de Bechdel, c'est un test qui a été mis de l'avant par une BDiste qui s'appelle Alison Bechdel. Puis elle disait que pour aimer un film, elle avait 3 critères maintenant, outre le fait que ce soit un bon film et tout ça, mais elle voulait qu'il y ait au moins 2 personnages féminins, que les 2 personnages féminins soient nommés, que les 2 personnages féminins se parlent ensemble d'autre chose que d'un homme. Fait que ça, c'est les 3 critères du test de Bechdel. 2 personnages féminins nommés qui parlent ensemble d'autre chose que d'un homme. C'est vrai que c'est rare. Fait qu'Aurélie, ça passe le test de Bechdel. Ouais. Parce que il y a beaucoup de conversations mère-fille sur toutes sortes de sujets, sur l'avenir, sur les études, tout ça. Entre Kat et Aurélie, il y a beaucoup de conversations justement sur plus, justement, leurs émotions, qu'est-ce qu'ils pensent de ce qu'elles veulent faire plus tard dans la vie, des réflexions, des choses comme ça. Mm-hmm. Elles se questionnent beaucoup aussi à travers leur cheminement identitaire, les gars aussi qu'elles aiment, mais c'est pas dans le sens « Ah, ok, tu tripes sur ce gars-là, ben là, j'irai pas le voir. Ah, mais là, Jack m'a dit qu'il allait m'inviter au party, alors toi, t'as pas être là. » Tu sais, c'est pas le cliché comme ça non plus, là, c'est amené d'une manière vraiment différente. Puis, tu sais, des fois, mettons que ça arrive, là, parce que, tu sais, on a le droit de parler des gars dans la vie, là. Moi, là, tu sais, comme, ça fait partie des conversations avec mes amis, mais il ne faut pas que ça soit juste ça, tu sais. Mm-hmm. Puis, c'est ça, moi, qui était l'important pour moi, parce que je voulais pas faire un personnage qui était jamais amoureuse ou que, tu sais, qu'elle parle jamais de gars, parce que ça fait partie d'une identité. Qui on va choisir comme amoureux, tu sais, ça fait partie, ou amoureuse. Mais ça fait partie de notre identité, de notre recherche d'identité. Mais donc, ça peut faire partie, mais si c'est juste ça, puis moi, ben, les personnages, quand j'ai créé Aurélie Laflamme, là, il y avait soit des personnages masculins dans des mondes fantastiques comme héros. Puis sinon, les filles, je voyais beaucoup, justement, des filles que ça tournait plus autour ça, de se pogner le gars populaire, puis le linge, puis des affaires de même. Puis on dirait que j'étais comme un peu en rébellion contre ça. On dirait que j'avais envie de présenter comme une autre facette de c'est quoi être une fille à l'adolescence. Mais il y a comme 1 million de facettes. Il y a de devenir gardienne, d'avoir une première job, de ne pas avoir des bonnes notes à l'école, puis de vouloir s'améliorer. Il y a l'amour à travers ça, il y a la vie sociale, mais tu sais, ça fait toute partie d'une identité, puis c'est pas vrai qu'il y a juste se pogner un gars, tu sais. Mm-hmm.
Puis moi, je trouve ça dommage parce que souvent, les gens qui appartiennent à des générations différentes vont nous percevoir comme la génération qui reste sur leur selle puis qui font rien. Oh Justement, j'ai mon un peu Dieu. créé le podcast pour, en réponse, si je peux dire ça comme ça, à ce jugement-là, parce que je voulais prouver qu'on est capable de mener des projets à bien, puis qu'on est capable de s'accomplir aussi, tu sais, d'explorer plein de domaines différents par le biais de projets comme ça. Je trouve ça triste parce que on dirait que dans tous les films que j'écoute, que ce soit, je sais pas, j'en ai pas qui me viennent en tête comme ça, mais tous les films récents de Netflix, on dirait que c'est comme « Ah, oh, je vais te texter pour qu'on se revoie tout à l'heure. » Puis là, c'est comme des faux SMS qui apparaissent à l'écran. Je vois beaucoup ça apparaître, puis je trouve que c'est vraiment un cliché. Puis j'aimais le fait que dans Aurélie, dans Aurélie, c'était tellement pas comme ça, tu sais, c'était vraiment du réel, puis on voyait qu'elle se sentait perdue, mais c'était concret, tu sais. Mais c'était basé sur les émotions plutôt qu'un adulte qui regarde les jeunes, tu sais. Exactement. Puis, tu sais, c'est basé sur mes souvenirs d'ado plutôt que, bon, je vais essayer de vous raconter ce que j'observe des jeunes, tu sais. Fait que, aussi, quand Aurélie est sortie, il n'y avait pas de, tu sais, il n'y avait pas encore les réseaux sociaux. Il y avait les cels, mais il n'y avait pas encore les réseaux sociaux. Puis moi, dans toute la première partie d'Aurélie, je me suis dit, c'est pas vrai que c'est tous les jeunes qui ont des cellulaires. Tu sais, souvent, là, ça prend du temps avant que les parents disent oui. Là. Mm-hmm. Puis quand les réseaux sociaux sont arrivés, je me suis dit, ben, on dirait que ça va mal vieillir si j'intègre ça, tu sais, dans l'histoire. Fait que j'ai comme, tu sais, des fois, je parle de réseau social, mais tu sais, Brièvement. comme vraiment les réseaux sociaux, c'est devenu super populaire en 2010, puis moi, ma série, elle a arrêté en 2011, tu sais. Mm-hmm. Fait que, tu sais, écoute, quand j'ai commencé, là, Aurélie, là, c'était les débuts de MySpace, tu sais, c'est comme... Fait qu'imagine si j'avais mis ça dans Aurélie, là, ça aurait vraiment mal vieilli, là. Vraiment. Mais même dans le film, dans le premier film, on s'était questionné, puis j'avais dit pas de cellulaire, tu sais. Ça va mal vieillir. Puis moi, je pense comme toi. Je trouve ça. Tu sais, moi, là, j'en vois plein là, d'ados sur ma rue. Là, ils sont tout le temps en train de jaser ensemble. Là. C'est super rare que j'en vois sur leur selle quand ils sont ensemble entre amis. Là. Fait que, tu sais, je trouve vraiment que c'est un. Moi aussi, je trouve que c'est un cliché. Puis c'est encore une fois des adultes qui regardent des jeunes au lieu de se souvenir, ben, c'est quoi que j'étais comme jeune. Mais des fois, les adultes, quand ils écrivent la jeunesse, ils se disent, ah, mais tu sais, comme, faut que je me mette à jour sur c'est quoi les ados d'aujourd'hui, tu sais. Mm-hmm. Fait que là, ils essayent d'imiter un espèce de langage, ils essayent d'intégrer la technologie. Le jargon populaire. Oui, puis le jargon, regarde, là, toi, tu as 16 ans, là. Tu parles pas comme le cliché qu'on nous dit que les jeunes parlent, là, tu sais. Non, c'est ça. Puis Fait même que, souvent, le cliché qui est représenté est même pas la réelle manière dont certains parlent. Tu sais, en majorité, là, moi, les gens qui m'entourent, ils parlent pas comme ça du tout. Puis au contraire, c'est juste des gens qui s'expriment bien normalement. Puis je comprends pas pourquoi il faudrait mettre une étiquette là-dessus juste parce qu'on est jeune. c'est ça, je suis tellement d'accord avec toi, là. Puis, tu sais, moi, avec Aurélie, là, tu sais, j'intégrais des expressions de mon adolescence à moi. Tu sais, même si je l'ancrais dans le début des années 2000, tu sais, comme en souvenir des fois, tu sais, j'intégrais des expressions de mon enfance. Tu sais, c'est sûr que pour moi, un incontournable, mais c'est des mots que j'utilise moi. Tu sais, fait que je mélangeais un peu la India adulte, mais tu sais, comme, mettons, le mot cool, mais tu sais, c'est rentré dans la Le langage vocabulaire, populaire, ouais. tu sais. Mais tu sais, il y a des affaires. Puis il y a des affaires aussi que je trouvais cute. Comme à un moment donné, je fais dire à Tommy, c'est whack. Dans ce temps-là, c'était super. Mais encore aujourd'hui, là, populaire. je l'entends souvent. Mais j'abusais pas. C'était vraiment, tu sais, comme. Parce que OK, je vais te dire. Ça, je ne l'ai pas souvent dit à personne, là, mais quand j'étais. J'ai déjà été journaliste au Journal de Montréal. Puis j'avais une chronique pour ados. Puis elle s'appelait Miss Gigi. C'était un personnage. Puis j'avais une chronique par semaine. Puis c'était elle qui racontait un peu sa vie. Fait que moi, c'était une façon de d'écrire un peu de la fiction.
Puis, tu sais, fait que je me pratiquais. Puis là, je recevais des mails à chaque semaine. Puis là, des fois, j'étais un peu, tu sais, yo, tu sais, j'étais un peu, là, tu sais, Ouais. comme, j'en mettais beaucoup, là, sur le vocabulaire jeune, tu sais. T'osais y aller avec ça au complet pour essayer de rejoindre directement ce Ouais. public-là. Puis là, il y avait plein d'ados qui m'écrivaient, puis tu sais, du genre, ils me disaient, hey, on parle pas de même. Tu sais, c'est super cliché, tu sais. Mhm. Fait que j'ai arrêté de faire ça. J'ai comme essayé de chercher plus l'authenticité dans mon cœur, puis que ce soit plus les réflexions, de me ramener plus à mes réflexions, plutôt que d'essayer d'utiliser un langage qui était comme justement cliché de ce qu'on pense qu'est des ados, alors que, tu sais, c'est pas toutes les ados qui ont soit le même langage comme les adultes, hein? Mhm. Tu sais, souvent, on va vouloir mettre tous les ados dans le même panier. Là, les adultes, tu sais, c'est quoi? On dit-tu, hey, les adultes sont de même? Parce Non! que tout le monde est différent, autant dans la manière Ben qu'il oui! s'exprime que dans ses intérêts, tout ça. On peut pas comme étiqueter une génération au complet parce que c'est sûr que ce sera pas tout le monde. Puis même là, c'est même pas la majorité là, qui respecte ce cliché-là. Ouais, puis tu sais, ça m'arrive, là, tu sais, ça m'est arrivé là, de présenter des projets télé, puis de me faire dire ah, mais tu sais, c'est un peu bébé tes affaires, mais bébé. Puis là, j'étais comme, mais pourquoi? Genre, juste parce qu'elle se drogue pas puis qu'elle a pas de sexe? Tu sais, elle peut en Ouais. avoir hors d'onde, là, tu sais. Puis même affaire pour les Aurélie, là, tu sais, quand le monde me disait elle a pas de sexe, j'étais là, oui, mais j'ai des façons d'exprimer le désir. Mhm. Tu sais, quand elle a les jambes molles ou des affaires comme ça. Puis j'ai dit, tu sais, je veux dire, Aurélie, elle a entre 14 et 16 ans. Là. Moi, tu sais, comme il y a tellement de monde que je connais, là, tu sais, qu'à 15 ans, ils n'ont même pas encore frenché personne. Là, tu sais. C'est Mhm. comme, arrêtez, là, tu sais, vos espèces de visions qu'à 13 ans, tout le monde baise avec tout le monde d'un party. Là. Non, c'est ça. Puis c'est bien parce que on dirait que ça met un peu de la pression sur les jeunes, une certaine pression de performance ou une pression que si à 18 ans, tu n'as pas eu ton premier French, quoi que ce soit, ah là, tu vas être jugé. Mais ça devrait C'est pas ça. être le cas parce qu'au contraire, la majorité l'ont même pas encore eu ou même si c'est pas la majorité, tu sais, pour une majeure partie d'entre eux, soit qui vont s'être sentis forcés de le faire à cause de la pression de la société, que tu devrais avoir vécu cette expérience-là parce que tu es rendu à cet âge-là ou quoi que ce soit, tu sais. Mais je suis tellement d'accord avec toi. Là. Puis, tu sais, moi, je pense que quand j'étais ado, je la subissais déjà, cette pression-là. Tu sais. Je me disais, ah, ben il y a un âge que tu ne peux pas dépasser, sinon t'es ringarde ou, tu sais. Fait que, tu sais, c'est vraiment. Tu as raison, tu sais, cette espèce de perception-là qu'on a de ce que devrait être la jeunesse ou de ce que c'est, mais ça met de la pression, c'est fâchant aussi, tu sais, que tu Mm-hmm. dois représenter. Autant, là, moi, en tant qu'adulte, tu sais, mettons, ma cause, tu sais, ça va être le féminisme, puis je vais être fâchée de la façon dont sont représentées les femmes. T'sais. Comme là, je t'ai parlé tantôt d'Angelina Jolie avec sa brassière en dentelle alors qu'elle est en camping, puis ses cheveux lousses, Mm-hmm. alors qu'elle essaye de combattre un feu. Mais c'est la même chose pour les ados. Tu n'as pas envie que les ados soient tout le temps représentés d'une façon que finalement, tu te reconnais jamais là-dedans. Mm-hmm. Puis est-ce que à travers ton processus d'écriture d'Aurélie, ça a changé cette perspective-là du tome 1 au tome, ben je pense qu'il y en a eu 9 finalement, mais au tome 8 dans la série traditionnelle, le 9 c'était quand elle était plus vieille. Est-ce que ça a changé ta vision de ça? Est-ce qu'au fur et à mesure que tu les publiais, tu recevais du feedback puis tu as corrigé certaines erreurs qu'il y avait au départ? Bien, en fait, tu sais, au début, là, j'avais vraiment des choses que je voulais dire d'une certaine façon. Puis, tu sais, je suis allée avec mon instinct. Puis plus j'écrivais Aurélie, plus les feedbacks que je recevais, c'était, mettons, il y a des gens qui me disaient que Aurélie, c'était leur Bible. Puis on dirait que ça m'a obligée à porter une attention particulière
sans me censurer, parce que, tu sais, c'est important, la liberté de création, mais je me disais, tu sais, il y a quelque chose que, tu sais, il faut que je sois délicate dans la façon de dire des choses parce que les gens le lisent et le relisent et le relisent. Puis Aurélie, c'est comme un peu une, tu sais, un espèce de modèle ou quelque chose comme ça. Puis tu sais, moi, c'est important pour moi qu'elle soit un personnage imparfait parce que la perfection, là, c'est dur à atteindre. Tu sais. Fait que pour moi, c'est important qu'elle ait plein de failles, qu'elle se trompe, tu sais, Aurélie, sa quête est identitaire, puis elle essaie de trouver comment elle, c'est quoi sa définition d'être une bonne personne, tu sais. Mais donc, c'est important qu'elle ait des failles, mais en même temps, je me disais, c'est important de pas dire des choses qui iraient contre mes valeurs que je veux transmettre. Comme par exemple, tu sais, il n'y a pas de rivalité féminine dans Aurélie. Ça, c'est une autre affaire que je voulais contrer, tu sais. Quand elle ne s'entend pas bien avec d'autres filles, souvent, c'est un conflit qui va se régler ou que tu vois que c'est une incompréhension ou qui n'était pas faite pour être amie, tu sais. Ouais. Donc, des choses comme ça. Maintenant, mon livre, je l'ai écrit en 2006. Aujourd'hui, on est en 2021. Il y a certains enjeux qui ont été mis en lumière, qui n'avaient pas été à cette époque-là. Puis là, en ce moment, je suis en train de toutes les relire, puis je fais des petits ajustements sur des choses qui ont changé. Mais tu sais, c'est pas, ça change pas l'époque, parce que je change pas les références culturelles, à part si, mettons, Kat tripe sur quelqu'un qui a été dénoncé comme agresseur. Ouais. Ça, je change ça, que c'est important pour moi. Puis des choses, tu sais, comme à un moment donné, Aurélie, elle se questionne beaucoup sur son poil, tu sais. Mais moi, c'est sûr que de la façon que je le dis, je le vois que, mettons, que Aurélie a senti une certaine pression, mais c'est comme si je le dis pas. Fait que je fais juste ajouter quelque chose de plus clair que, dans le fond, tu sais, c'est une pression sociale. C'est pas de la société à lire avec son cœur. C'est ça. Ouais. C'est ça. Fait que des fois, j'ajoute des petites précisions, ou comme, mettons, dans le premier tome, tu sais. Aurélie et Kat, ils se font des règles pour quand ils sont devant les gars, tu sais. Fait que, puis Aurélie n'est pas d'accord avec ces règles-là, tu sais. Elle voudrait dire qui elle est. Elle ne comprend pas pourquoi les goûts des garçons sont comme considérés comme supérieurs à leur goût à elle. Pourquoi ils n'ont pas le droit de dire qu'ils aiment la petite sirène, puis il faut qu'ils disent qu'ils aiment des films d'horreur? Pourquoi ils n'ont pas le droit de dire qu'ils aiment Britney Spears? Mais ça, c'est quelque chose de vraiment présent. Là. Je m'en rends compte de plus en plus comme au fur et à mesure que je vieillis, mais à quel point les filles vont essayer de plaire aux gars, puis ils vont essayer de toujours essayer de donner la meilleure image que possible, alors que dans le fond, au bout du compte, si tu donnes pas l'image que t'es vraiment, où va aller cette relation-là, tu sais? Tandis que les gars, c'est juste comme, OK, ben, j'ai confiance en moi, elle m'aime, si elle m'aime, puis moi, je pogne, fait tant mieux. Ouais. Puis mes goûts, c'est les goûts, tu sais? Ouais, c'est ça. Ben, c'est le standard, tu sais? Ce que les gars aiment, c'est le standard, tu sais? Puis si elle correspond pas au standard, ben, c'est son problème, tu sais, je vais passer à une autre. Ben, c'est ça. Puis dans Aurélie, ben, dans le premier tome, les règles, pour moi, servaient à exprimer ça. Puis pour moi, quand les filles sont à l'arcade puis décident de crier tout leur goût, tu sais, pour moi, c'est une façon, c'était comme un symbole d'émancipation. Puis ils se font mettre en dehors de l'arcade. Fait que pour moi, c'est comme une espèce de symbole. On dit tout ce qu'on aime, puis là, on se fait mettre à la porte d'une place qui est comme un peu une place de gars, tu sais, la Boys Club. Tout ça. Ouais. Exactement. Et puis finalement, tu vois, là, dans ce que je me suis dit, peut-être que c'est trop symbolique parce que, tu sais, il y a une époque où, quand tu voulais t'exprimer de façon féministe,
Tu sais, aujourd'hui, c'est vraiment plus accepté puis tout ça, mais tu sais, il fallait beaucoup utiliser la symbolique. Puis tu sais, moi, c'est ça que j'ai fait. Mais là, tu vois, j'ai rajouté une phrase où c'est plus clair qu'Aurélie, elle le dit en mots, pourquoi leur goût serait serait supérieur au nôtre. Donc, je lui fais dire ça. Alors que pour moi, c'est clair quand je lis, mais je me dis, vu qu'aujourd'hui, on a avancé sur ce discours-là, je voudrais juste, je veux juste clarifier que c'était ça que je voulais, que c'est ça qu'Aurélie, elle a dans la tête. Mais pour moi, c'est quand même clair parce que ça revient dans les autres tomes. Tu sais, même là, comme là, je suis rendue au tome 6, puis Aurélie est comme, là, ça va, là, les règles envers les gars, puis tu sais, ils coupent cette règle-là finalement. Donc, tu sais, mais je voulais que ce soit plus clair. Fait que c'est des petites choses comme ça que je change pour que ce soit plus au goût du jour. Ou, tu sais, des fois, je vais utiliser des mots comme, tu sais, comme j'ai changé, mettons, ma mère est Alzheimer, tu sais. Ouais. Tu sais, j'ai changé pour amnésique. Tu sais, à ce moment-là, pour moi, c'était cohérent dans la façon qu'Aurélie est tout le temps dans les extrêmes puis tout ça. Mais tu sais, maintenant, c'est moins bien vu d'utiliser des noms de maladies pour, tu sais, comme... Fait que, tu sais, je me suis dit, à l'époque, tu sais, dans le contexte, ça arrivait qu'on pouvait dire ça, puis c'était correct. Maintenant, c'est moins bien accepté, puis je comprends pourquoi, puis je trouve que ça vaut la peine de le changer. Elle peut très bien dire être amnésique, puis tu sais, ça change rien. T'sais. Fait que c'est des petites affaires comme ça que je corrige aujourd'hui parce qu'on est... Ah oui, puis des fois, mettons, s'il y a des... dans le tome 1, à un moment donné, là, tu sais, Aurélie, c'est très clair qu'elle est vraiment pour la diversité corporelle, puis même, je ne décris pas mes personnages, tu sais. Moi, ça a toujours été important pour moi de jamais décrire mes personnages. Puis à un moment donné, tu sais, elle dit qu'elle ne comprend pas pourquoi une fille ferait un régime pour plaire à un gars. Malgré tout, à un moment donné, dans le tome 1, elle prie pour un biscuit amincissant. Puis là, je suis comme... ça n'a pas rapport avec sa vraie affaire. Fait tu sais, à la place, je la fais prier pour être capable de manger une tonne de biscuits, mais parce que, tu sais, comme pour que les biscuits deviennent bons pour la santé. Parce que, tu sais, c'est vrai que si tu manges une tonne de biscuits, tu sais, comme ça, ce sera pas nécessairement bon pour la santé, mais le poids, on s'en fout, tu sais. Fait que c'est des affaires de même que je change. Puis, tu me demandais qu'est-ce que tu changerais, mettons, tu sais, si tu le... Fait que, tu sais, je suis en train de faire un petit travail comme ça, mais tu sais, c'est comme quand tu prends un tableau qui vient d'une autre époque, puis que là, tu essaies juste de... Ficeler un peu, dépoussiérer, tu sais, tu gardes les mêmes couleurs, mais tu essaies juste de... Tu sais, fait que c'est ça. Je le traite comme un roman d'époque, mais c'est juste qu'avec certains enjeux qui ont été mis en lumière, puis vu qu'il y a des nouvelles lectrices et des nouveaux lecteurs, ben je veux juste, tu sais, comme qu'ils ne soient pas mis en contact avec des choses, tu sais, qui ont mal vieilli, tu sais. Puis est-ce que tu as l'impression des fois que le politically correct va un peu trop loin, qu'on en censure trop, ou au contraire, tu penses que c'est bien qu'on fasse un petit review de la situation puis qu'on se permette de ne pas dire certaines choses? Ben moi, je trouve pas nécessairement, je trouve pas que c'est de la censure, puis je trouve pas nécessairement que c'est du politically correct. Moi, je trouve qu'on s'ajuste selon des sensibilités qu'on découvre, que les gens étaient peut-être pas nécessairement, tu sais, qu'on n'était pas nécessairement allumés à certains enjeux. Moi, je trouve juste que ça ouvre des horizons. Tu sais, c'est comme, OK, regarde, je vais donner un exemple. Moi, je suis végane, OK? Parce que je me suis, tu sais, je pense que je me suis juste ouverte à moi-même parce que toute ma vie, tu sais, dans le fond, j'étais mal à l'aise, mais je me faisais traiter de difficile par mes parents, puis des affaires comme ça. Mais moi, j'avais vraiment... J'étais mal à l'aise de manger des animaux, puis là, il fallait, puis tout ça. Puis là, tu sais, je me suis... finalement, tu sais, à un moment donné,
découvrant que ça causait beaucoup de souffrance et que c'était pas bon pour l'environnement, j'ai fait « Ah, hey, là, j'ai le droit d'être moi-même, là, j'ai le droit de ne pas manger des animaux. » Il y en a plein qui pensent que j'ai arrêté de manger des affaires. Alors que pour moi, ma vision des choses, c'est que je me suis ouvert à plein de nouvelles recettes. Puis maintenant, là, je mange tellement diversifié. Fait que pour moi, c'est une ouverture sur plein de choses. Puis moi, les nouveaux enjeux, pour moi, c'est une ouverture sur plein de choses au lieu d'une fermeture sur des choses. T'sais. Fait que, ça dépend de notre vision notre vision des choses. Mais si on le voit comme, hey, mon Dieu, il y a plein d'enjeux auxquels je n'avais pas accès, puis que là, c'est le fun parce que, tu sais, on se parle plus, il y a un dialogue, OK, je comprends mieux, tu sais, puis qu'on essaye de jaser ensemble, tout ça. Moi, je vois ça beaucoup plus comme j'ai beaucoup plus d'outils dans ma palette d'outils plutôt que je me fais couper puis censurer. Moi, je le vois vraiment comme plus positif que négatif. Puis là, est-ce qu'on va trop loin? Tu sais, moi, je le vois pas, la partie où on va trop loin, à part les gens qui crient que ça va trop loin. Puis eux, bien, quand tu lis leur opinion, bien, eux-mêmes, ils vont très loin sur des affaires que moi, des fois, je me dis que j'aimerais ça qu'il y ait un petit peu plus de sensibilité puis d'arguments plus exprimés en délicatesse, tu sais. Ouais, c'est sûr, toi, qu'est-ce mais... que t'en penses? Hein? Non, mais je suis complètement d'accord. Ça ouvre tellement des belles discussions, des fois aussi des beaux débats sur certains enjeux sociaux, notamment le féminisme qui est beaucoup plus connu qu'avant. Puis justement, je me demandais, est-ce que dans tes œuvres, tu essaies le plus possible d'inclure ces enjeux sociaux-là ou étant donné que ça va tellement se développer vite, ça va vraiment se transformer au fil des années, puis ça va tellement vite ces temps-ci que tu as peur que justement ce soit plus d'actualité dans quelques années? Mais, tu sais, comme, mettons, je vais donner un exemple, le féminisme. OK? Moi, je suis féministe. Fait que, pour moi, dans mes œuvres, c'est présent, mais c'est pas obligé, là. Tu sais, dans le fond, tu peux raconter une histoire, c'est empreint de tes valeurs, mais c'est pas obligé d'être comme, tu sais, souligné en gras, là. Tu sais, comme Aurélie, tu vois, si tu sais, comme là, je suis en train de relire, puis je le vois, mon questionnement que j'avais sur le spécisme. Tu sais, je te parle de mon véganisme. Je le vois qu'Aurélie, elle a ce questionnement-là. Tu sais, tu le vois qu'elle regarde son chat, puis qu'elle regarde les autres animaux, puis qu'elle se pose des questions par rapport à ça. Tu sais, à un moment donné, elle tue des fourmis, puis elle se demande, mais pourquoi je fais ça? Tu sais, à partir de quelle grosseur d'animal que c'est correct puis pas correct? Puis elle se pose des questions là-dessus. Elle se pose des questions sur les cochons, les choses comme ça. Fait que, pour moi, le questionnement est là. Après, Aurélie, à un moment donné, j'ai lu « Elle remet un travail contre le racisme ». Elle pose une question aussi dans sa classe, à un moment donné, elle dit « Pourquoi on est en train d'apprendre, OK? » Puis elle parle de Christophe Colomb. « Pourquoi on est en train d'apprendre qu'un gars pensait qu'il allait en Inde, puis que là, il est arrivé en Amérique, puis il a appelé le monde les Indiens, puis on fait non, nous autres, on n'est pas des Indiens, puis on continue encore c'est vrai. Aujourd'hui. Puis Aurélie est là, puis elle pose la question, puis elle se fait sortir du cours. Puis moi, je trouve ça tellement actuel. Tu sais, je le lis 15 ans plus tard. Puis là, c'est comme si Aurélie a dit hey, pourquoi on appelle encore ce dude-là, qui était comme complètement insensible, a décidé de faire? Pourquoi on apprend ça dans nos cours d'histoire? Fait que moi, je me dis, pour moi, ces questionnements-là, non, ça ne deviendra pas obsolète, dans le fond. C'est au contraire, on va se dire hey, ce questionnement-là, il était pertinent en 2006, il l'est encore aujourd'hui. Quand on est sensible au monde qui nous entoure, puis pour moi, le travail d'une autrice, c'est ça, c'est d'être observatrice, d'être sensible au monde qui nous entoure, bien, je ne vois pas pourquoi ça deviendrait... Puis, tu sais, aussi, selon les époques, là, il y a quelque chose qu'un auteur va faire, puis qu'après ça, ça va devenir obsolète, mais que ça va avoir participé à améliorer, tu sais, les choses. Je vais te donner un exemple. Il y a un livre que moi, j'aimais début d'année 2000 qui s'appelait « Le journal de Bridget Jones ». Puis le journal de Bridget Jones, à chaque jour, elle met dans son journal, elle met
le nombre d'alcool qu'elle a bu, elle met son poids, elle met le nombre de cigarettes qu'elle a fumées, puis nanana. Puis aujourd'hui, ce livre-là est considéré, avec raison, comme grossophobe, parce qu'elle prenait son poids à tous les jours. Mais moi, dans ma réflexion puis dans mon analyse du contexte historique, ce livre-là, il a permis à plein de femmes de réaliser qu'on avait des comportements où on se mettait énormément de pression. Puis après ça, il y a eu tout un mouvement, puis je ne te dis pas que c'est parti de ce livre-là, là, mais à partir de ce moment-là, il y a eu tout un mouvement sur la diversité corporelle. Fait que je me dis, ce livre-là, pour moi, fait partie de l'espèce de discussion qui commençait sur la pression qu'on se met les femmes. Puis aujourd'hui, la discussion est rendue tellement loin que ce livre-là, il est rendu obsolète, mais à l'époque, toutes les filles comme moi qui l'ont lu lisaient ça et faisaient « Mais voyons, ça n'a pas de bon sens que je me mette autant de pression sur ce que je mange, sur mes calories que j'ai ingérées, sur tu sais, moi, je ne fume pas, mais tu sais, comme les personnes qui fument, tu sais, comme qui se mettent tellement de pression sur tout ça. Donc, j'ai l'impression que pour moi, si on remet le livre dans son contexte, bien, il a pu contribuer à amorcer une discussion sur la pression qu'on se met les femmes, puis d'essayer de s'en mettre moins. Mm-hmm. Puis toi, étant plus jeune, est-ce que tu te mettais beaucoup de pression sur toi-même? Est-ce que tu étais quelqu'un qui regardait son poids? Est-ce que tu avais des insécurités? À quoi ressemblait la jeune India? Oui, puis ça, c'est dur à avouer pour moi, mais tu sais, je suis très touchée par toutes les affaires de... Tu sais, ça fait pas longtemps tu sais, que je me le suis avoué à moi-même, mais oui, j'ai eu de la dysmorphie corporelle, puis tu sais, oui, j'ai eu ça, mais tu sais, hier, j'en parlais avec mon chum, puis tu sais, moi, l'affaire, là, c'est que j'ai un instinct de survie souvent qui est plus fort que mes autres problèmes psychologiques. Fait que, tu sais, j'aurais pu avoir tendance à avoir des troubles alimentaires, sauf que ma gourmandise, puis ma faim, puis mon instinct de survie est comme, on dirait, est comme la partie la plus forte. Mais ça m'arrive souvent d'aller à Sainte-Justine visiter, ça m'est arrivé souvent d'aller visiter l'aile où il y a les troubles alimentaires, puis je suis tout le temps touchée par ça. Puis tu sais, un jour, j'aimerais faire un projet là-dessus parce que je m'identifie, je comprends. Puis ce qui m'a frappée la dernière fois que je suis allée, c'est que, tu sais, ça fait plusieurs années que, tu sais, je suis allée à travers les années à Sainte-Justine. Puis au début, c'était tout le temps juste des filles. Puis la dernière fois que je suis allée, il y avait un garçon. Puis là, on m'a expliqué qu'il y a de plus... Avant, c'était vraiment plus une maladie de filles. Et maintenant, il y a des garçons. Et pourquoi? C'est qu'il y a maintenant beaucoup de comptes Instagram de garçons qui s'entraînent, qui mangent des shakes de protéines, puis des affaires comme ça, puis des espèces de trucs comme ça. Fait que nous, les filles, là, ce que ça veut dire, puis tu sais, je ne suis pas une spécialiste de la question, mais tu sais, c'est vraiment quelque chose que j'aime observer puis analyser. Mais nous, les filles, là, la pression, là, on l'a depuis des années, tu sais, avec les images qui nous sont envoyées de c'est quoi qui est supposé d'être la perfection d'un corps ou d'un look ou whatever. Mais les gars, c'est nouveau. Et là, maintenant, d'être constamment exposé à des images de corps parfaits, ben les gars développent la même maladie que les filles. Donc, pour moi, il y a quelque chose là-dedans d'extrêmement troublant de voir que finalement, les images qu'on nous renvoie dans la société, autant gars que filles, ben ça donne une espèce de pression sociale de ressembler à quelque chose, puis qu'il y a un danger associé à ça. Mm-hmm. Vraiment, puis c'est tellement eye-opening, je sais pas comment dire en français, mais c'est tellement comme révélateur de voir que justement le concret te montre que c'est pas juste les filles, puis c'est comme dangereux, c'est inquiétant quand même parce que ça part un peu des réseaux sociaux. J'en parlais avec Pascal Deblois dans mes premiers épisodes du podcast, qui est une TikTokeuse québécoise de mon âge, puis elle disait justement, ben en fait,
dans mes âges, là, en général. Puis elle disait que justement, elle avait été diagnostiquée pour de l'anorexie, puis elle s'était rendue à l'hôpital. Puis elle disait justement que c'est les rencontres qu'elle a faites là-bas, puis les gens qui étaient là pour la soutenir, qui lui ont vraiment permis de se redécouvrir, puis de vraiment s'en sortir, parce que sinon, elle n'aurait jamais été capable de le faire. Puis c'est drôle à quel point des fois on peut oublier que pour les garçons, c'est exactement la même chose, là. Oui, puis ça s'en vient de plus en plus. Puis c'est là qu'on voit l'importance de répéter ce message-là qu'il faut arrêter sur les réseaux sociaux de présenter une image tout le temps retouchée, photoshopée, parce que ça a un impact concret sur des gens qui se retrouvent à l'hôpital. Puis honnêtement, là, quand tu vas à Sainte-Justine, dans l'aile là, des troubles alimentaires, c'est toutes des filles formidables, d'une beauté sans nom, là, puis le garçon aussi, là, c'était un... Puis là, tu te dis, mais voyons, puis ça me rappelle, moi, à quel point je me détestais, puis on dirait que ça me fait de la peine, parce que, c'est comme si tu te regardes dans le miroir, puis tu n'es jamais capable de... moi, je me souviens, là, je me comparais à... je me disais, ah, j'aimerais ça ressembler à telle actrice ou j'aimerais ça ressembler à telle fille à l'école qui est tellement cool puis qui est tellement bien habillée. Puis moi, j'ai pas assez d'argent pour m'acheter ce linge-là. Puis là, tu regardes des corps, tu te dis, ah, mon corps, si je ressemblais à ça, Comme moi, là, j'ai jamais eu de sein, puis je me suis toujours fait écœurer là-dessus, puis, tu sais, maintenant, là, j'adore, j'ai appris à m'accepter puis à dire, j'adore ça, avoir des petits seins, Mais je me faisais traiter de planche à repasser ou des choses comme ça. Fait que moi, j'avais l'impression que pour être une vraie femme, ben ça prenait des gros seins, Puis je suis contente finalement d'avoir fait un travail qui fait que je les adore, mes petits seins. J'aime ça, je suis contente d'avoir ça. Ça me permet de porter certains vêtements que d'autres amis ne peuvent pas porter. Mais des fois, tu regardes ton ami, ah, j'aimerais ça pouvoir porter ça, mais je ne peux pas parce qu'avec des petits seins, ça ne fait pas super beau. Puis des affaires comme ça. Je te comprends. Mais moi, à l'inverse, ben, il y a des affaires que je peux porter, que mon ami ne peut pas porter parce que, il faut voir nos avantages avec le corps qu'on a plutôt que d'essayer tout le temps de fitter sur un même modèle. Puis j'aime que les compagnies de plus en plus, je regarde là, ces temps-ci là, des compagnies québécoises qui font des sous-vêtements, puis que de plus en plus, il y a toutes sortes de corps, il y a la diversité corporelle, il y a la diversité. Puis j'aime ça, voir des fesses avec de la cellulite ou des fesses un peu plus grosses, puis voir comment ça fit la culotte, sur ça. Puis je me dis, je trouve ça le fun que de plus en plus, il y a une ouverture pour ça. Puis ça, c'est vraiment un sujet qui m'intéresse. Là. Je me suis beaucoup intéressée là-dessus, surtout au cours du confinement, de la pandémie, tout ça, quand on n'avait pas d'école. Puis je travaillais en même temps, tout ça, puis je faisais des photoshoots. Puis en même temps, ça me faisait réaliser à quel point il y a des belles personnes dans la vie. Puis je faisais plein de rencontres. Puis bref, j'ai comme fait quelques recherches là-dessus. Puis j'ai trouvé que souvent, par exemple, dans l'industrie du mannequinat, tout ça, c'est le vêtement. Dans le fond, ils vont prendre un seul vêtement d'une taille small, puis dans le fond, c'est juste que si la mannequin, ben, elle ne fit pas la taille small, ben, ce sera pas possible de le prendre en photo parce qu'on peut pas amener des vêtements de toutes les tailles pour tous les types de mannequins. Là, plus je cherchais là-dessus, plus je voyais que maintenant, il y a certaines agences qui ne demandent même pas les mesures pour appliquer, pour être mannequin ou quoi que ce soit. Puis certaines compagnies aussi qui décident qu'au lieu que ce soit la mannequin qui doit fitter dans le vêtement, que ce soit le vêtement qui fit sur la mannequin. Parce qu'au bout du compte, c'est ça qu'il faut promouvoir parce que c'est pas normal là, que ce soit la mannequin qui fit dans un morceau de tissu. Parce qu'au contraire, c'est tellement plein de corps différents qui vont le porter, ce vêtement-là, qu'on est mieux de promouvoir plusieurs corps différents en train de le porter pour que les gens s'y identifient mieux. Je suis tellement d'accord. Il y a encore beaucoup de chemin à faire. J'ai une amie là, qui est mannequin, puis je te jure, c'est une fille magnifique, là, de 35 ans, OK? Bien, elle a 35 ans, elle est toute mince, puis un moment donné, tu as toute l'équipe de photos qui dit « Ouais, t'as un peu de ventre, hein? » Fait qu'il commente son corps comme ça,
comment tu veux qu'elle, Ça y joue pas dans la tête. Ça y joue pas dans la tête. Tu sais, puis elle a 35 ans, puis elle fait des photos de l'âge d'or. Tu sais, à un moment donné, tu sais, c'est comme... Puis là, tu vois que sur la photo que ça donne, OK, elle est comme en couple avec un homme de 55 ans, OK, puis elle est la mère d'un ado. C'est pas vraiment réaliste. S'il vous plaît, là, on peut-tu, tu sais, comme avancer là, sur ces affaires-là, sur cette vision-là qu'on a de la beauté, de comment une femme vieillit aussi, puis n'a pas le droit de vieillir. Puis, voyons, je te jure, là, je te montrerai à mon ami, là, je vais t'envoyer des photos après. Là. Cherche-le son ventre, là. Cherche-le, OK? Tu sais, c'est déprimant parce que tu te dis, voyons, les gens, ils se permettent de commenter le corps. Puis, tu sais, moi, ça m'est déjà arrivé aussi d'en faire, tu sais, dans mon plus jeune temps. Puis, je voulais écrire ça aussi parce que c'est vrai que l'équipe te considère même pas comme un être humain. Là, ils vont commenter ton corps, ils vont dire « Ah non, ça, c'est lettre sur elle » ou « nanana », tu sais, t'es quasiment comme un poteau, tu sais. Puis là, tu dis, et ça n'a pas de bon sens que les gens dans le milieu de la mode vivent, puis qu'à un moment donné, humaniser toutes ces choses-là, là, dans la chaîne totale, là, bien, ça pourrait vraiment avoir un impact sur, non seulement sur les mannequins qui doivent vivre ces commentaires-là, mais après ça, tu sais, ces personnes-là, ils en ont des comptes Instagram, puis tout ça, puis s'ils se sont fait dire qu'ils ont un ventre, bien, probablement qu'ils vont se photoshopper ou tout ça, ou tu sais, quand ils vont montrer des photos, puis ça a un impact. Tu sais, l'impact, là, tu sais, on parle beaucoup de systémique là, en ce moment. Là. Tu sais, des fois, là, c'est un système, là, puis il faudrait faire du ménage dans ce système-là. Oui, vraiment. Ben, c'est toute une industrie qui peut avoir autant des côtés négatifs que positifs parce qu'on va être content d'avoir un contrat à l'international, puis finalement, tu arrives pour faire ce contrat-là, puis tu te fais dire que tu ne corresponds pas aux normes, qui vont pas te rebooker après pour un autre contrat, tout ça. Fait que ça peut vraiment faire mal à l'estime, veux pas. Puis même moi, j'ai essayé de regarder pour des agences, tout ça, parce que j'aime le côté artistique, j'aime être avec des équipes de tournage, j'aime être avec des photographes, travailler avec du monde qui ont la même vision que moi. Mais je me dis, si ces personnes-là ont ce mindset-là d'oser commenter le corps des autres ou je peux comprendre que c'est une industrie qui veut pas, t'as pas le choix de te confronter à ça, mais jusqu'à quel extrême? Parce que là, si c'est rendu tellement ardu de juste se faire confiance puis d'être heureux dans ce milieu-là, est-ce que ça vaut vraiment la peine de se lancer là-dedans? Tu sais, il y a tellement de mannequins, je pense qu'il n'y a pas une mannequin qui a jamais eu, d'une manière ou d'une autre, une expérience avec des troubles alimentaires. Fait que, au bout du compte, c'est juste difficile de trouver un bon entre-deux entre les deux, un bon entre-deux là-dedans, mais c'est sûr que si on commence à vraiment mettre des bons modèles, puis que ce soit pas non plus juste au niveau de... Je trouve qu'on prône beaucoup comme l'étiquette de l'authenticité, puis l'étiquette de la perfection, puis sur les réseaux sociaux, ah, OK, oui, elle, on l'aime parce qu'elle est authentique, elle partage son quotidien, quand elle pleure, elle monte une photo. Mais tu sais, ça ne tente pas de montrer quand elle pleure parce qu'elle a reçu un mauvais commentaire ou quelque chose, c'est bien correct aussi. Puis si elle décide de mettre une photo où on voit ses taches de rousseur, mais elle, normalement, elle n'aime pas ses taches de rousseur ou quoi que ce soit, ben, fait juste comme la féliciter pour le fait qu'elle a pris un pas dans la bonne direction pour accepter son corps, puis juste d'arrêter de se comparer, puis on parlait un peu de la rivalité entre femmes tantôt, c'est vraiment basé là-dessus aussi, là. Oui, c'est tout le temps basé sur le fait qu'il n'y a pas de place, il n'y a pas beaucoup de place en général pour toutes les femmes. Fait que c'est comme si, quand tu es une femme, ben là, tu as l'impression qu'il y a de la place juste pour une. Fait que là, si tu en vois une qui est plus parfaite que toi, tu vas dire, ben moi, j'ai pas de place dans un monde où elle existe. Parce qu'il y a de la place juste pour une. Alors que les gars, ils n'ont pas ça parce que eux, regarde ce que je te disais tantôt, dans un film, il y a comme 90 gars puis il y a 2 filles. Mais c'est sûr qu'à un moment donné, les filles, c'est comme si on enregistre que, tu sais, si tu n'es pas la plus parfaite, ben tu n'auras pas une de ces 2 places-là. Si on fait un peu plus de place
pour les filles, si on arrête de montrer des modèles où les filles sont tout le temps rivales, puis qu'il y a tout le temps de la place juste pour une, qui correspond aux standards que les gars s'attendent des filles, tu sais, ben, tu sais, la place de la fille là, dans la gang de gars, là, il faut qu'elle aime toutes les mêmes affaires que les gars aiment, parce que c'est le standard. Mm-hmm. Si tu aimes magasiner, pourquoi? Je lisais Virginia Woolf, là, qui est je ne sais pas si tu connais, mais c'est une féministe, c'est une autrice des années 1800. Puis, j'en parle dans mon livre Mr. Big. Il y a un extrait là, que ça m'a fait pleurer parce que moi, j'ai souvent eu ce jugement-là en tant que fille qui écrit un personnage féminin avec des pensées, puis des goûts Aurélie, elle se bat pour ses goûts à elle. Comme je te dis, elle aime La Petite Sirène, puis elle aime pas les films d'horreur. Mm-hmm. Puis, une fois de temps en temps, ben, elle aime ça aller magasiner avec son ami, puis tout ça. Puis, la robe de bal, on a-tu le droit de vouloir se choisir une belle robe de bal? Pourquoi c'est traité comme superficiel? Tandis que les gars, mettons, s'ils vont au hockey, puis qu'ils trippent sur un joueur de hockey, pourquoi ça serait pas superficiel? Mm-hmm. C'est quoi? C'est profond? C'est profond parce que, comme je comprends pas, Mm-hmm. Fait que, puis elle parle de ça, Virginia Woolf, elle dit, comme, quand c'est des femmes qui parlent de leurs émotions dans un salon en brodant, ben c'est considéré comme superficiel, mais la guerre puis le sport, c'est considéré profond, Pourquoi la guerre, c'est profond? C'est horrible, la fucking guerre! Excuse-moi! C'est comme... Fait que pourquoi on fait plein de films sur des messieurs à guerre, sur des hommes dans la mafia, puis ça, c'est des films profonds, là, c'est des films de monsieur. J'ai une amie c'est qui des appelle films ça sérieux. Oui, c'est ça, c'est des films sérieux, Mais si c'est des choses qui intéressent, qui sont associées au féminin, ben ça, c'est considéré comme plus superficiel, Puis ça, moi, j'aimerais ça, changer les choses. Puis c'était important pour moi de faire des couvertures comme ça. Il y en a qui... Parce que des fois, comme... Moi, là, ça m'est déjà arrivé là, d'avoir un genre de compliment là, du genre « Ah, j'ai lu Aurélie, c'est moins gnangnan que je pensais. » C'est comme super insultant. Oui, c'est ça! Puis, les gens vont me dire « Ah, ben, tu sais, des fois, c'est les couvertures sont plus girly. » Puis je suis comme « Ouais, puis, comme, c'est quoi... Qu'est-ce qu'il faut avoir comme couverture pour avoir l'air profond, Moi, là, quand j'étais ado, j'ai fait la couverture que moi, mon regard aurait été attiré. Ado, pas ado, là. Moi, j'aime ça, les couleurs. J'aime ça, comme... fait que, c'est quoi? Il faut mettre, quelque chose de déprimant. Il faut mettre quelque chose de bleu, quelque chose de neutre. De sombre qui se fond dans le décor. Ouais. Fait que, moi, j'aime ça me dire, ben j'ai le droit de mettre quelque chose qui est habituellement associé au féminin, puis ma bataille, ça va être que des gars le lisent. Parce que nous, là, les affaires de gars, on les lit. Ouais. Il n'y a jamais un moment où on se sent mal de ça. Puis les gars, ben, sont comme, tu sais, c'est quasiment s'ils n'ont pas le droit de lire des affaires. Puis à la limite, c'est plate pour eux, tu sais, parce que c'est comme s'il y a un monde où nous, on a accès à tout, puis les gars, eux, ont accès à juste une affaire. Fait que, les romans policiers, les romans d'horreur, juste ça. Ouais. Puis, tu sais, des fois, ça arrivait là, que des gars, ils me disaient, tu sais, moi, je suis un gars, j'aime ça, Aurélie, c'est-tu normal, tu sais, je vais-tu faire rire de moi à l'école? Tu sais, ça me faisait de la peine, tu sais, pour eux autres, tu sais, ça me faisait de la peine, parce que je me disais, tu sais, il aurait le goût de le lire, puis il a peur de faire rire de lui à l'école, tu sais. Parce que pourquoi nous, là, si on lit quelque chose qui est associé aux gars, on ne fera pas rire de nous. Fait que pourquoi les gars, quand ils s'intéressent aux choses, aux pensées féminines, puis tout ça, puis aux féministes, pourquoi ils se feraient rire d'eux autres à l'école, tu sais? Fait que, tu sais, je trouve qu'il faut, tu sais, il y a quelque chose à changer là-dedans sur l'accessibilité que les gars puissent avoir
sans faire rire d'eux aux choses qui sont habituellement associées au féminin. Mais je pense qu'en ce moment... peut-être que les gars vont porter des jupes. Oui, ben c'est ça, il y a eu le mouvement des jupes qui est arrivé. Il y a eu aussi, j'ai entendu David Goudreau dire qu'il avait lu un livre justement, puis il justifiait le fait que c'était un livre normalement avec des cœurs, avec des relations amoureuses, tout ça, quand il était plus jeune. Il avait lu le livre, puis il justifiait en disant qu'il s'était caché pour le lire, puis que c'était justement pour plaire aux filles qui avaient lu ce livre-là. Mais tu sais, c'est peut-être aussi juste par intérêt, tu peux le lire juste par intérêt, puis il devrait pas y avoir de jugement non plus. Ça me fait beaucoup penser aussi au mouvement avec Harry Styles, qui avait fait les photos, je pense, pour Vogue ou quoi que ce soit, puis il portait des robes, puis en ce moment, c'est vraiment très médiatisé, cette vague-là de popularité de Harry Styles à cause de ça. Puis il y a la phrase de « Bring back manly men » qui est arrivée aussi dans le sens genre ramener l'homme qui va être masculin avec la barbe, avec l'habit noir, tout ça. Mais au contraire, les gens se sont un peu révoltés contre ça parce qu'ils se sont dit si nous, maintenant, on a le droit de porter des jeans au lieu de porter des robes, qu'on a le droit d'aimer les autos, qu'on a le droit, peu importe qu'est-ce qui est affiché en tant que masculin, si nous, on a le droit, pourquoi les hommes n'auraient pas le droit à leur tour d'aimer des choses qui sont vues comme plus féminines, juste mettre du vernis à ongles en étant un gars. En ce moment, c'est de plus en plus d'actualité. On voit aussi de plus en plus de modèles qui font ça, comme J.D. Tom, par exemple, qui s'exprime beaucoup de manière artistique à travers son look. Fait que moi, je trouve ça beau de voir ça, puis je trouve qu'il y a une belle perspective d'avenir par rapport à ça. J'ai lu récemment le livre de Liz Plank, Pour l'amour des hommes, puis tu sais, je pense que tu l'aimerais, mais elle se questionne là-dessus, tu sais, puis elle dit, tu sais, que dans le fond, il y a autant ça peut autant faire du dommage chez les gars, le système patriarcal qui ne fait pas de place aux femmes, mais qu'il y a plein de gars qui essaient d'adhérer à un modèle qui ne les représente pas. Puis moi, il y a plein de gars dans mon entourage que j'ai rencontrés, puis même suite à mon livre, des discussions qu'on a eues, qui me disaient « Moi, je ne me reconnais pas dans tel modèle. » j'ai l'impression que je dois ressembler à ce modèle-là parce que j'ai l'impression que c'est comme ça que je vais plaire aux filles. Mm-hmm. Ou même les filles, puis ça, j'en parle dans mon livre, mais à quel point ça peut avoir un impact sur nous qu'on nous montre toujours le même modèle masculin de qui on devrait être amoureuse, puis qu'on nous montre tout le temps un modèle masculin plus gentil que lui, c'est comme birk, lui, il est plate. Alors que le gars toxique puis populaire ou whatever, que ça soit lui toujours de qui il faut tomber amoureuse, puis que le gars gentil ou qui est comme plus sensible que lui, ben c'est comme il est plate. Fait qu'il y a comme quelque chose à changer sur les modèles qu'on envoie, puis justement sur comment on élève différemment les garçons. Liz Plank a dit moi, en tant que féministe, j'ai le droit à tout. J'ai le droit à porter des pantalons, j'ai le droit à avoir une carrière, j'ai le droit à porter mes cheveux comme je veux, j'ai le droit... Mais elle dit les hommes, bien, ils n'ont même pas encore accès à tout ça. Les hommes, c'est comme si on a gardé un seul modèle masculin qui est le modèle à atteindre, alors qu'il devrait y avoir un mouvement pour justement que les hommes puissent avoir accès à tout sans être jugés. Ça, je trouve ça vraiment beau parce que, des fois, moi, je pense qu'en tant que féministe, je pense que j'avais eu peut-être un petit angle mort sur ce que ça peut avoir comme impact négatif pour les hommes, ce système-là. Parce que moi, je les voyais comme les chanceux de la patente parce qu'ils peuvent avoir accès à tout, puis tout ça, puis c'est eux qui ont plus de place dans la société, puis à qui on accorde plus de crédibilité, puis tout ça. Mais finalement, je me rends compte que mon angle mort, c'était plutôt que je me rendais pas compte à quel point que ça peut avoir des impacts négatifs sur eux, toute cette pression-là d'atteindre un seul modèle. Vraiment, parce que en même temps,
c'est sûr que ça dépend de leurs intérêts, mais en général, ça va surtout être les sports qui vont être mis de l'avant pour les gars. Ça va être, on va t'inscrire au hockey dès que tu as 3 ans, ou on va te dire que tes modèles doivent être Alex Ovechkin, je sais pas qui, mais tu sais, dans le sens des joueurs de hockey, ou comme on va t'inscrire au soccer, puis les gars, ils tirent beaucoup leur valorisation de ça, puis j'ai l'impression que les filles, du moins dans mon entourage, c'est plus, on tire plus notre valorisation de l'école, des bonnes notes, de bien réussir académiquement, d'être belle, puis de... C'est vraiment comme un modèle complètement différent, autant pour la gente féminine que masculine. Puis, encore là, j'inclus les non-binaires et tout ça, là. Je veux juste faire ça le plus inclusif que possible. Mais c'est ça, puis je trouve qu'au moins, ils commencent à avoir une meilleure diversité sur les réseaux sociaux, autant au niveau du LGBTQ+, que certains garçons qui étaient peut-être un peu plus féminins ou qu'ils se cachaient un peu dans un moule. Maintenant, ils voient des modèles qui ne le sont pas du tout, qui se cachent pas de ce moule-là, dans ce moule-là, puis qui décident de vraiment montrer leur vraie couleur, leur vraie personnalité, puis ça les inspire à répéter la même chose à leur tour, puis je trouve que c'est une belle chose de l'évolution sociale en ce moment. Oui, vraiment. Puis tu sais, des fois, OK, petite confidence sur mon chum, des fois, tu sais, comme je dis, tu sais, j'ai le goût de regarder des vieux films avec lui. Puis là, il me dit, j'ai jamais vu ça. Puis je dis, hein? Où est passée ton enfance? Comme, en fin de semaine, je disais là, hey, on écoute-tu le vieux film Beethoven? Parce que nous, on a un chien qui est un vieux bernois, puis tout le monde pense tout le temps que c'est un Saint-Bernard, puis il l'appelle Beethoven. T'sais. Fait qu'il dit, j'ai jamais regardé Beethoven. Je dis, mais comment ça? Il dit, ben, je pensais que c'était comme pour les filles. Les filles, là, où tu faisais, je voulais pas faire rire de moi à l'école, puis j'étais là, pauvre toi, tu sais. Ouais, c'est ça. Pitié, tu sais. Fait que là, il regarde le film, puis il pleure, puis il est comme, mon Dieu, j'ai perdu tant d'années à m'empêcher de regarder des films comme ça, ouais, tu sais. Ouais. Fait que, tu sais, je trouve ça, tu sais, oui, je trouve ça le fun que, tu sais, que de plus en plus, cette conversation-là existe parce que je pense que ça permet justement à des gars de se libérer de cette pression-là, Puis c'est la même chose, on en parlait avec mon chum, pour le tofu, t'sais. Plein de gars pensent que pour être un vrai gars, il faut manger de la viande, puis tout ça, puis tu sais... alors que, tu sais, puis là, mon chum, lui, il a fait un épisode là-dessus du pharmacien qui est un... tu sais, il y a comme une insulte là, pour des végétariens ou des véganes qui est le soy boy, tu sais. Fait que là, lui, il dit, je suis un fier soy boy, tu sais, comme, tu sais, j'arrête de penser là, que pour être un vrai gars, il faut que je fasse cuire une grosse pièce de viande sur le barbecue, tu sais. Non, c'est ça. Pourquoi ça serait pas un vrai gars d'être sensible à la cause animale, tu sais. Non, c'est ça. Puis au contraire, je pense que justement, on fait beaucoup de chemin par rapport à ça en ce moment, puis on commence à plus s'ouvrir par rapport aussi aux hommes, parce que c'est sûr que le féminisme donne beaucoup de place aux femmes, puis ça prend un peu la place que la femme n'a pas eue pendant plusieurs années, mais c'est sûr qu'on correspond aussi un peu plus l'égalité, donc on considère les hommes aussi comme étant égaux aux femmes, puis qu'ils ne devraient pas non plus avoir de stéréotypes ou quoi que ce soit par rapport à eux non plus. Là. En tout cas, c'est sur ces beaux mots-là, je vais t'inviter. Tu disais qu'on allait parler une demi-heure, mais non, c'est je pense même pas qu'on a fait un podcast. Je pense qu'on a fait comme juste une conversation super le fun. Oui, c'est ça, exactement. Mais on a même pas changé d'ambition. Ben, tu sais, au moins, on a touché des sujets d'actualité qui rejoignent les jeunes puis qui nous incitent à comme vraiment plus se faire confiance puis croire en notre potentiel. Fait que c'est tout interrelié, là, ça. Honnêtement, là, tu sais quoi, je discutais avec toi, là, puis je n'ai que d'admiration pour toi, puis je me disais, tu sais, quand là, tu vas sortir le podcast, là, je pense que je vais le partager là, sur mon Facebook parce que je suis une madame, là, tu sais, moi, je suis sur Facebook. Je les partage sur Facebook aussi, là. Mais, tu sais, je me disais, pour toutes les personnes qui pensent que les jeunes sont, tu sais, comme sont pas allumés, que, tu sais, parlent mal ou, tu sais, comme écoutez Rosalie, mon Dieu, tu sais, comme, tu sais, vous allez voir que les jeunes ne sont pas comme l'espèce de cliché qu'on voit, là, tu sais, je te trouve tellement merveilleuse, là, c'est incroyable, c'est vraiment le fun de discuter avec toi, là, tu sais,
tu me disais, tu sais, des fois, je dis pas mon âge, mais mon Dieu, t'es tellement intelligente, c'est tellement passionnant de parler avec toi. Tu sais, j'ai même pas senti de différence d'âge entre nous, là. C'était juste une conversation entre deux femmes, tu sais, qui ont des valeurs, qui ont des idées, tu sais, c'était ça la conversation entre nous, là. Ouais, littéralement, mais en même temps, toi, t'es vraiment éveillé aussi à la réalité des jeunes encore parce que je pense que t'as un jeune public que tu conserves avec, veux pas, le public d'Aurélie qui se renouvelle à chaque année, tout ça, des nouveaux lecteurs. Fait en même temps, je pense que ça te garde aussi ouverte à la réalité des jeunes, là. Fait que tu me comprends, puis tu sais, c'est pas tout le monde qui va avoir les mêmes opinions ou qui va comprendre un peu le sens de ce que je veux dire ou les Mais je suis intentions. intéressée par vos idées parce que je les partage, tu sais, depuis longtemps, tu sais. Mm-hmm. Puis quand je regarde mes journaux intimes là, de quand j'étais petite versus ce que je suis aujourd'hui, c'est la même chose, c'est les mêmes désirs que vous avez. Tu sais, j'avais 16 ans, fait que, tu sais, c'était dans les années 90, je parlais d'environnement. J'avais encore plein d'espoir pour le monde. Puis on dirait que maintenant, je fonde mon espoir en vous. Ça ne s'est pas nécessairement passé avec ma génération. Puis là, je suis comme fait OK, la Gen Z, je vous donne toute ma confiance, là. Oui, c'est ça. Mais je pense qu'il y a vraiment beaucoup d'espoir, là. Du moins, moi, je m'entoure de gens qui ont un peu les mêmes idéaux que moi ou qui ont les mêmes objectifs à long terme. Puis, on essaie vraiment de comme avoir une conscience sociale. Fait que souvent, je m'entoure de gens qui ont le même état d'esprit que moi, ont les mêmes objectifs. Fait en même temps, je pense que ça dépend aussi des personnalités de tout le monde, peu importe l'âge, puis de vraiment arriver à tout marier ça ensemble pour faire un beau cercle de créativité ensemble puis d'entraide. Ouais. En tout cas, je vais revenir à ce que j'allais dire tantôt. On parle toute la journée! On va pouvoir faire une partie 2 éventuellement, peut-être. Mais c'est ça, on va passer au segment des questions en rafale. Ah, ben oui! OK, donc on va y aller avec les questions en rafale. Malheureusement, j'ai pas nommé les noms. J'ai pas noté les noms. Donc, ça se peut que vous allez... les gens qui écoutent en ce moment, vous allez peut-être vous reconnaître si c'était votre question. Mais ça va comme ci. Donc, j'ai 5 questions. Tu essaies d'y répondre le plus rapidement que possible, mais si c'est une story time ou des références à quoi que ce soit, tu peux prendre ton temps, il n'y a vraiment pas de trouble. Question 1. Quelle est l'étape que tu aimes le moins et celle que tu aimes le plus dans le processus d'écriture d'un livre? Je pense que l'étape que j'aime le moins, qui me stresse le plus en tout cas, c'est l'étape de la promotion. Ah ouais? Ça me stresse, oui. Parce que, tu sais, comme là, en podcast, là, c'est le fun là, parce que j'ai du temps, mais comme tu vois, tu sais, j'ai de la jasette. Fait que là, tu sais, comme quand tu fais une radio, puis c'est 5 minutes, puis là, tu sais, comme, tu sais, moi, genre, ma première réponse est 5 minutes, tu sais, faut que j'essaie d'être... En tout cas, ça me stresse bien gros. J'ai tout en peur de gaffer ou de me tromper ou, tu sais, que ma voix énerve le monde ou, tu sais, j'ai peur d'avoir dit une niaiserie. Fait que ça serait l'étape qui me stresse le plus. Ce que j'aime beaucoup, en fait, c'est l'étape de la réécriture. Une fois que toute mon histoire, ou dans le cas de mon essai, mon livre est écrit, c'est de retravailler chaque phrase, puis d'aller essayer d'améliorer les choses. Ça, c'est vraiment une étape que j'aime beaucoup. Là. Je pourrais même mettre 5 ans là-dessus. Là. À un moment donné, il faut que tu laisses aller le livre, là. Mais ça, c'est l'étape que j'aime le plus. Ça fait pas partie des questions, mais est-ce que tu es une perfectionniste dans l'âme, par hasard? Oui, mais pas au point de me rendre malade. Ouais. C'est-à-dire que, il y a des gens que le perfectionnisme, ça va les empêcher d'aller au bout de leur projet. Mm-hmm. Moi, j'essaie, je suis pas perfectionniste, là, comme à ce point-là. J'essaie de faire de mon mieux, puis je vais essayer toujours d'améliorer les choses là, de mon mieux, mais pas au point là, de jamais finalement le sortir. Mm-hmm. OK, c'est bien. Deuxième question, quelle est ta meilleure anecdote de plateau sur le plateau soit du premier ou du deuxième film d'Aurélie? Ça peut être plus qu'une si jamais il y en a plus qu'une qui serait drôle. J'ai beaucoup aimé qu'on nous permette d'aller filmer au Jardin botanique dans le Jardin des Lanternes. Ça, tu sais, j'ai assisté, puis c'était super beau, puis c'était féerique. Puis je rêvais vraiment à cette scène-là. Mais mon anecdote qui me vient, qui est le plus drôle, c'est à un moment donné,
Marianne, elle tourne une scène, il est 5 heures du matin. Elle m'appelle en pleine nuit. Puis là, elle me dit, il y a une erreur dans le scénario. Fait que là, je fais, hein? Elle dit, puis là, c'était la scène où est-ce que Nicolas, il la laisse. C'était comme une scène de flashback. Puis là, elle dit, le caca d'oiseau, il est supposé d'y arriver d'en face ou sa tête. Puis moi, j'avais marqué je me souviens plus, je pense que ça arrivait sur son linge. Elle dit oui, c'est sur sa tête, puis tout ça, puis c'est dans le tome 2. Puis là j'étais là, ouais, ça arrive pas sur. Elle dit non, c'est comme dans tous les livres, tu sais, comme elle s'en souvient dans sa face, puis non, non, non. Fait qu'elle dit là, j'essaie de le dire au réalisateur, mais il me croit pas. Il dit que dans le scénario, c'est écrit ça, mais t'as fait une erreur dans le scénario. Là, j'ai dit, mais t'as raison. Fait que là, j'appelle le réalisateur. Marianne, elle a raison. Écoute-la. Fait que ça, c'était vraiment drôle parce que Marianne, tu sais, elle aimait les livres, elle voulait respecter ce que j'avais écrit, elle voulait respecter les fans aussi. Donc, là, elle m'avait vraiment appelée, puis elle avait vraiment arrêté le tournage pour vraiment respecter, tu sais, ce qui était écrit dans le livre, puis que moi, je m'étais trompée dans le scénario. Ça, là, c'est comme... En fait, c'est mon plus beau souvenir, je pense, parce que pour moi, ça représente toute ma relation avec Marianne, puis tout à quel point que Marianne, elle a eu ça à cœur. Tu sais, c'était pas juste un rôle pour elle, tu sais, c'est qu'elle tenait compte de moi, elle tenait compte des fans. Je trouve qu'elle l'a vraiment joué avec tout son cœur et son âme, tu sais, au point d'arrêter le tournage pour m'appeler, pour changer les choses. Ça, pour moi, c'est tout l'amour que j'ai pour Marianne. Ah, c'était vraiment glissé dans la peau d'Aurélie à 100%. Ouais. OK, troisième question. Plus jeune, qui étaient tes modèles culturels et littéraires? Fait que ça peut être des modèles de la télé ou des gens même de ta vie plus personnelle. Puis est-ce que tu lisais beaucoup? Si tu lisais beaucoup, est-ce que c'était des gens dans les livres? Et ça, j'ai tellement de la misère à répondre à cette question-là. Puis des fois, là, je pense à quelque chose, puis je fais « Ah oui, si je me fais poser cette question-là, je vais répondre ça. » Puis là, j'oublie. Hey, je m'excuse, là. Non, c'est vraiment correct. Ça se peut qu'il n'y en ait pas qui te viennent à l'esprit. Je le sais pas pour l'instant, là, sans prendre de temps. Là. Puis là, je suis sûre que quand on va raccrocher, je vais faire « Ah, ouais, ah! » Puis là, mais c'est ça. De ma jeunesse, je m'en souviens plus. OK, parfait. Question 4. Mais là, tu t'en as parlé un peu, mais est-ce qu'il t'arrive de relire tes... Je vais recommencer ça. Est-ce qu'il t'arrive de relire tes œuvres pour le plaisir? Si c'est pas pour la correction, rien. Oui, pour le plaisir, non. Non? À part si quelqu'un, mettons, va me parler d'un extrait, puis que je m'en souviens plus, puis là, je vais aller le relire, puis là, je vais dire « Ah oui, c'est vrai, tu sais, puis ça me rappelle des souvenirs. » Mais sinon, tu sais, j'ai trop de livres à lire, puis j'ai trop travaillé fort sur mes livres pour le faire. Mais comme là, tu sais, comme pour Aurélie, comme je t'ai dit tantôt, tu sais, je le fais pour faire des petites corrections. Mais j'avoue que je trouve un certain plaisir. On dirait que ça me rappelle des souvenirs. Tu sais, des fois, je me souvenais plus que j'avais écrit ça, fait que ça me rappelle des souvenirs. Puis, tu sais, c'est comme aussi, je me dis, ah, j'en reviens pas, tu sais, que j'avais déjà cette réflexion-là. Ou, tu sais, c'est comme si on dirait que ça m'apprend des choses sur la personne que je suis en ce moment, ben c'était la même, tu sais, qu'il y a quelques années, tu sais. Mais je pense qu'au niveau des valeurs en général, tu sais, tu disais que tu touchais un peu le spécisme puis tout ça dans les livres d'Aurélie, mais sans nécessairement savoir c'était quoi ou inconsciemment. Exact. Puis maintenant, je pense que c'est juste qu'on est plus conscient des termes qui sont associés à ces concepts-là, puis on les utilise mieux parce qu'on est plus sensibilisé à ça, mais en général, on a toujours eu ça dans notre cœur ou on a toujours eu ces valeurs-là qui nous ont suivis avec le temps. C'est juste qu'on s'ouvre plus sur ces sujets-là en vieillissant. Exact, exact. Question 5. Qu'est-ce qui te rend fondamentalement heureuse en regardant ton parcours? Je pense que c'est d'avoir écouté mon cœur puis mon instinct. Puis, tu sais, à un moment donné, là, moi, je pense que ma vie, elle a été super chaotique parce que j'ai pas suivi un parcours typique, là, tu sais. J'étais allée à l'université, mais j'ai lâché. J'ai essayé un autre programme, puis j'ai lâché. J'ai commencé à travailler.
Puis là, ben, j'ai lâché. Puis là, tu sais, comme là, j'ai pris des contrats. Puis là, j'ai essayé plein d'affaires. J'ai essayé plein de choses qui n'ont pas marché. Puis il y a une autre affaire aussi que je suis fière, c'est de ne pas m'être accrochée à des choses qui ne fonctionnaient pas. Mm-hmm. D'avoir essayé plein de choses. J'ai persévéré dans plein de choses, mais en même temps, il y a des choses en cours de route que j'ai abandonnées, mais qui m'ont amené sur le chemin de mon plus grand rêve sans savoir que c'était mon rêve. Tu sais. Mm-hmm. Fait que, tu sais, des fois, c'est comme un mélange de persévérance puis d'être capable de me réinventer puis de tourner un peu la tête vers une autre route que je n'avais pas imaginée. Mais souvent, le temps fait bien les choses aussi. Si au moins tu as eu la maturité puis la conscience de réaliser que les programmes dans lesquels tu allais ou quoi que ce soit te rendaient pas heureuse, ben c'est juste plein d'éléments qui ont fait en sorte que sur ton parcours, ben ça a fait la personne qui était aujourd'hui puis que ça t'a peut-être mené à réaliser des expériences qui t'ont permis d'écrire les romans à succès que tu as réussi à écrire puis à avoir cette conscience-là plus vieille. Là. Ouais. Donc, c'est tout pour les questions en rafale. J'ai posé les 5 questions. C'était pas si compliqué que ça, mais si jamais tu as tes exemples de modèles qui te reviennent à l'esprit, tu me le diras. Je vais l'écrire dans la description du podcast. Mais sinon, je te remercie d'être venu au Jason Ambition. Pour vrai, c'était une super belle conversation. Puis moi, je serais ravie de pouvoir faire une partie 2. J'ai l'intention de peut-être arrêter à 20 épisodes d'ici la fin de l'été pour la première saison, puis je vais voir si je peux continuer au cégep parce que je vais déménager, fait que ça risque d'être compliqué un peu. Mais sinon, on ira prendre un café ou quoi que ce soit. N'importe quand. Mais cet automne, là, je sors un livre de baleines. Fait que si tu veux, on fera notre partie 2 sur mon livre de baleines. Ah, parfait. Mais on n'a même pas besoin d'excuses, là. On peut faire une autre partie juste pour jaser comme ça. Okay. En tout cas, je te remercie beaucoup d'être venu au podcast. C'est extraordinaire. Sinon, pour la suite, où est-ce qu'on peut te suivre? Sur les réseaux sociaux? Où est-ce qu'on peut te trouver? Où est-ce qu'on peut trouver ton livre? Tout le monde demande ça à la fin des podcasts, là, mais pour vrai, là, tu sais, just Google it. Parfait, donc merci. Bye. Bye.